Bienvenue dans cette seconde partie de l'explicateur consacré à la nouvelle révolution énergétique aux États-Unis. Alors du côté du gaz, les États-Unis vont bientôt devenir exportateurs nets. Et c'est un changement réellement brutal. Ainsi, alors que les importations de gaz représentaient ces dernières années 20% de la consommation américaine, il est très probable que le pays devienne exportateur net à la fin de cette décennie. La raison de ce changement, ce n'est pas la production de gaz dit conventionnel, mais c'est bien la production de gaz non conventionnel, ce qu'on appelle le gaz de schiste. Néanmoins, un réel risque, c'est la rentabilité des investissements. Les prix, selon l'Agence internationale de l'énergie, devraient passer environ de 0,15 $ le mètre cube de gaz en 2020 à 0,20 en 2030. Mais on doute encore à ce jour de savoir si ces prix seront suffisamment élevés pour rendre rentables tous les investissements prévus à ce jour. Résultat logique capitaliste oblige, le surplus de gaz naturel, poussant les prix à la baisse, oblige le report de projets de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Par conséquent, le gaz devient de plus en plus prégnant dans le marché électrique. Sa part dans la production d'électricité a augmenté de 5% ces dernières années, au détriment du charbon. Il est donc très probable que côté gaz, on assiste bientôt à un rush à l'export. Et donc avec des conséquences sur le Canada, puisque le Canada est auparavant habitué à exporter vers les États-Unis son gaz. Et donc les marchés asiatiques vont devenir la future conquête pour les Canadiens. Cela nécessitera néanmoins la construction de nouvelles infrastructures, notamment des pipelines, avec les risques, notamment écologiques, que cela procure. Pour les États-Unis, il s'agira en premier lieu de développer les terminaux d'exportation de la façade Pacifique, beaucoup moins développés que ceux situés sur le golfe du Mexique ou la façade Atlantique. Maintenant, quelle réalité ? Une fois ce côté théorique et une fois ces chiffres annoncés, la réalité est la suivante, c'est qu'il ne faut pas mélanger indépendance et autosuffisance énergétique. Autosuffisance signifie qu'il y a équilibre entre exportation et importation de différents combustibles. Cela n'implique absolument pas une quelconque sécurité en cas de problème ou de défaillance de fourniture d'un combustible, surtout si ce combustible n'est pas interchangeable comme le pétrole. L'indépendance est un concept bien plus important, c'est la possibilité d'agir librement sans dépendre de quiconque dans le monde. Les dernières estimations font état que les États-Unis ne seront pas autosuffisants en énergie en 2030. En effet, les importations de pétrole perdureront, même si elles seront en partie couvertes par les exportations de charbon et de gaz. Le déficit énergétique net devrait tourner autour de 5%. De plus, toute éventualité d'autosuffisance laisse les États-Unis assez dépendants de la conjoncture mondiale, car on sait que les prix pétroliers devraient rester assez élevés, 3 à 4 fois supérieurs normalement à ceux des autres énergies dans les 2 prochaines décennies. Néanmoins, un constat est certain, le gain économique pour les États-Unis est absolument incroyable. Imaginez qu'en 2011, 20% des exportations de marchandises américaines couvraient le déficit lié aux imports pétroliers. Le revenu américain sera donc renforcé, le dollar également. Au final, les exportateurs gagneront avec des coûts domestiques énergétiques plus faibles, mais perdront un petit peu avec l'appréciation du dollar. Et donc cela laissera, on peut l'espérer, peut-être plus de latitude aux États-Unis pour introduire un certain nombre de débats sur l'utilisation optimale des ressources mondiales, sur la coordination mondiale face à la baisse des ressources, sur les effets climatiques. Au final, on peut retenir 6 conclusions à ce débat. Premièrement, les États-Unis vont passer d'une longue tradition où le système énergétique a été un handicap économique à une situation où il sera une source de force économique et de sécurité géopolitique. Deuxième aspect, le Canada. Il pâtira de la production de light sweet crude américain, notamment en exportant moins, sans oublier évidemment la compétition future que les 2 pays se livreront à l'exportation. Cela n'impactera cependant que peu les prix mondiaux, étant donné les volumes en jeu. Troisième aspect, les nouvelles sources d'hydrocarbures qui sont situées en onshore, sur Terre donc. Même lorsque le système d'acheminement sera optimisé, les coûts logistiques créeront un fossé entre des bas prix américains et des prix internationaux élevés en pétrole et en gaz liquéfié. Les industriels américains, par conséquent, profiteront donc d'un avantage compétitif certain. Quatrième aspect, les importations américaines, qui vont chuter en même temps que les importations asiatiques en énergie croîtront. La dépendance américaine vis-à-vis du Moyen-Orient va donc s'amoindrir, laissant véritablement l'Arabie Saoudite comme seul réel fournisseur dans la région, ce qui entraîne un réel revirement géopolitique dans la région, un réel revirement sans précédent.
Cinquième aspect, les États-Unis, cependant, continueront à avoir un intérêt certain dans la sécurité énergétique mondiale. Certes, ils ne continueront à importer du pétrole que de leurs voisins, canadiens, mexicains, voire d'Arabie saoudite, mais la dépendance des cours vis-à-vis des chocs exogènes, elle, ne diminuera pas. Dernier aspect, la politique énergétique américaine devrait se concentrer à l'avenir plus sur des aspects économiques et climatiques que sécuritaires. La sécurité énergétique ne sera plus un argument pour mettre de côté les enjeux environnementaux. Voilà, c'en est terminé pour ce premier épisode de l'Explicateur. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau débat. À très bientôt.